quelques appels. Nous allons commencer par ce premier, même si je ne reçois pas forcément le nom. Bonsoir, monsieur ou madame. C'est le mérite panafricain. Vous votez d'abord et puis vous contribuez au débat. Bonsoir Alain Lieutenant, bonsoir à tout le panel, bonsoir que le Seigneur vous bénisse. C'est Pasteur Soa depuis le Ghana, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais voter encore ce soir, il faut dire que je vote toujours au bien dimanche, Idriss Déby, Robert Mugabe, Paul Biya, Dos Santos, que Dieu bénisse ce digne fils d'Afrique et qu'il faut surtout l'honneur de l'Afrique. Allez, il faut savoir que ici au Ghana, nous sommes en deuil. Et nous voulons également souhaiter la condoléance également à la grande famille SPI, également dirigée par Aboudraman Sangaré. Vraiment, que Dieu soutient ce temps parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il est en train de pleurer en prison là-bas parce qu'il vient encore de perdre également Soumaoro dit Waraba. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer vraiment que Dieu vous soutient parce que on ne sait pas, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Mais un jour, le Seigneur va se lever sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous qui soutiennent réellement le président de Rangabo. Merci. Donc, je reviens également sur le sujet de ce soir. Vous voyez, à l'instant, il faut dire que lorsque je vois, on dit les locaux de Bouloré perquisitionnés à Guinée-Conakry, je voulais simplement dire que la Guinée-Conakry, vraiment, réellement, on ne voit pas la lutte, le combat qu'a mené le premier président Sékou Touré. Ce temps également en 1958, lorsque Sékou Touré a dit non à la France, vous voyez comment les Français ont jeté des cerveaux inhumés dans la forêt de la Guinée-Conakry. Et les Guinéens ne pouvaient pas également cultiver, ne pouvaient pas exploiter les forêts à cause de la méchanceté des Français. Et avant de quitter là, ils ont fait de n'importe quoi dans cette forêt. Et la Guinée est vraiment comme un pays pauvre et malheureux. Donc aujourd'hui, cet homme est venu, il fait allusion à la France. Et il est en train de détruire tout le combat que celui qui l'a mené. Et pour la Guinée-Conakry est revenue ça dans la main de la France. Des sommes qui ont brûlé également pour détruire dans ce pays. La Guinée fait frontière à la Côte d'Ivoire, mais la Guinée est un pays très potentiel. La Guinée répond à assez de potentialités. La Guinée répond à assez de choses. Pourquoi cet homme étant arrivé au pouvoir ne peut pas rompre, ne peut pas rentrer dans la ligne éditoriale politique de ce couple? Et je dis ce qu'il est en train de faire. Je veux dire, c'est vraiment, Yako, l'Afrique, nous souffrons. Nous souffrons parce qu'on ne connaît pas vraiment notre richesse. Nous ne savons pas notre richesse. Voici pour finir. Vladimir Poutine a dit, pour que l'Afrique nous-mêmes nous soyons libres, il faudrait qu'on soit conscient de notre richesse, qu'on soit conscient de tout ce que nous avons. Sinon, le reste de républicains, le reste de difficultés, le reste de problèmes. Merci, Pasteur Soa, pour cet appel, pour cette intervention. Nous allons rapidement prendre une autre personne à qui nous disons bonsoir. N'oubliez pas de voter, monsieur ou madame. Parti. Nous allons revenir avec ces appels. Pour le moment, nous voulons gagner en temps et donner la parole à notre ami Aoumou du côté de Yaoundé. Monsieur Aoumou, j'aimerais savoir, voilà, on me fait comprendre qu'il y a des appels, il y a des gens en ligne. Bonsoir, monsieur ou madame, merci de nous rejoindre. Vous vous présentez et puis vous participez à l'émission, après avoir voté, bien sûr. D'accord. Bonjour, bonsoir au panel d'Afrique Média. Je vote pour tous les présidents en liste, Paul Biya, le président du Zimbabwe, du Tchad, de la Guinée équatoriale. Alors, allô? Direct, allez-y. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à la Guinée, c'est quand même triste. Avant de parler du Togo, parlons de la Guinée. Et je me rappelle bien qu'un ami guinéen me disait une fois, et j'avais même lu ça, qu'on appelait la Guinée le château d'Afrique. Ce qui signifie qu'il regorge tout genre de richesses.
Mais malheureusement, la manière dont je vois la situation se dérouler, je ne pense pas qu'Alpha Condé sera celui-là qui va faire un changement en Guinée. Et puis, sous-entendu, quand on analyse bien la situation par rapport à Bolloré et les concessions de port qu'ils ont eues, il y a un problème majeur qui est en train de se dérouler sous nos yeux en Afrique qui me fait beaucoup mal. Alors, je vous raconte une petite histoire. Je me rappelle que je suis allé une fois en Côte d'Ivoire en vacances et je marchais au bord de la mer et soudainement, je vois des gens qui viennent qui me disent non, ne marche pas là. Parce que là, de là jusqu'à là, près de 10 kilomètres, ça a été acheté. Ça a été acheté par des Français. Je dis, mais je ne comprends pas. Je vais encore dans un autre coin. On me dit, oh non, ne passe pas là. Donc, vous voyez, c'est un genre de politique qu'ils font pour racheter nos terres à petit feu. Mais on ne se rend pas compte de ça. Et j'étais même fâché parce que je disais, mais quand même, il faut que le ministère de l'Intérieur intervienne. Pourquoi donner toujours des concessions ou bien des biens à tous les étrangers? Pas que je suis xénophobe, mais il faut savoir aussi être patriotique, donner ça aussi. Pourquoi pas donner la concession du port, par exemple, à des gens du Togo, ouais, ou bien des businessmen du Togo, ou bien même de la Guinée. Encore une fois, encore en Côte d'Ivoire, je me rappelle bien qu'il fallait faire, je crois, privatiser la cire. Automatiquement, c'est encore des étrangers qui sont venus. Bolloré en tête et tout ça. Pourtant, il y avait des Ivoiriens millionnaires qui voulaient avoir des actions là-dedans, mais ça a été refusé. Et je n'arrive pas à comprendre cette politique de vendre les pays africains d'une manière voilée. Ça, c'est une sorte de colonisation. Et puis, Bouygues, que ce soit Bouygues ou Bolloré, ils font ça partout dans l'Afrique francophone. Et tout à l'heure, un des panélistes a mentionné quelque chose par rapport aux pyramides de l'Égypte. Je suis content que les pyramides se trouvent en Égypte, d'un pays arabe. Si c'était d'un pays francophone, jusqu'à actuellement, ces pyramides auraient été privatisées par le ministère du Tourisme. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous, cher monsieur, de nous avoir appelés. Nous allons accueillir une autre personne. Bonsoir et merci de nous rejoindre. D'accord, cette personne est partie. Rapidement, nous allons à Yaoundé. Je disais, monsieur Aoumou, c'est le docteur Yam qui disait tout à l'heure qu'il fallait que les membres de la société civile, que la société civile africaine se réveille enfin de son sommeil et porte plainte. Et d'après nos informations, à Lomé, au Togo, l'opposition a commencé à demander des comptes. Est-ce que vous pensez forcément que ce genre d'action devrait s'arrêter à une demande simple des comptes? Est-ce qu'il faudrait forcément pousser un peu plus loin, c'est-à-dire que poser les actes concrets? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait poser des actes concrets, comme l'a suggéré tout à l'heure le docteur Yam? Oui, monsieur Yedna, je suis entièrement d'avis avec le docteur Yam. C'est-à-dire que non seulement la société civile, en jonction cette fois-ci, avec l'opposition patriotique et progressiste des pays africains, doivent poser des actes concrets, notamment de dénonciation, de manifestation, de saisie des tribunaux, tant dans les pays africains où ces sociétés étrangères opèrent qu'en Europe où ces sociétés étrangères sont installées aussi. Parce que c'est la conjonction de tous ces moyens de pression et de défense ou d'autodéfense que nous pourrons petit à petit amener ou mieux limiter la même mise des entreprises étrangères en Afrique et pouvoir recouvrir petit à petit notre souveraineté. Or, pour revenir un peu aux méthodes du groupe Bolloré, en fait, ce groupe n'est pas le seul, et ce n'est pas sa spécificité. C'est une spécificité ou mieux une caractéristique de diverses multinationales, c'est-à-dire qui font dans les pressions politiques, qui font dans la corruption, qui font dans les rétrocommissions, qui utilisent des cercles ésotériques pour pouvoir s'accaparer des richesses de différentes nations, plus ou moins faibles. Or, le procès qui est tenté aujourd'hui contre monsieur Bolloré en France, ou le groupe Bolloré, en réalité, rappelez-vous que le groupe Bolloré a été un des financiers de la campagne de monsieur Nicolas Sarkozy. Et donc, comme on est
à la veille de l'élection présidentielle, à mon humble avis, c'est une espèce de chantage qu'on est en train de lui faire faire. C'est-à-dire à savoir, si tu oses encore financer la campagne électorale de nos adversaires, alors nous te coulons à pic. Et donc tu as intérêt soit à nous financer nous-mêmes, ou alors à garder, à être assez neutre. Maintenant, et cela a des répercussions aussi également sur ses affaires en Afrique. Parce que quand il est venu en Afrique, et quand il est en Afrique, il n'est pas du tout là pour de l'humanitaire. Vraiment que certains enlèvent ça de leur esprit. Il n'est pas là pour l'humanitaire, ni lui ni d'autres. Ils sont venus pour faire des profits et des surprofits. Et donc, nécessairement, quand on leur concède par imposition, par contrainte, ou par veulerie ou vénalité, nos ports, nos rails, nos plantations, notre énergie, nos médias, nécessairement, nous sommes en train d'hypothéquer notre souveraineté, nous sommes en train d'hypothéquer l'essor ou mieux les bases d'une économie endogène qui nous sont nécessaires. Nous sommes en train d'hypothéquer l'unité politique et économique de l'Afrique et nécessairement, nous sommes en train de faire à la fois de ce groupe et d'autres sociétés étrangères des faiseurs de rois dont le rôle qu'ils jouent déjà dans leur partie d'origine, et ils seront des faiseurs de rois alors en mieux des roitelets ici chez nous en Afrique, ce qui sera alors très 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 grave. C'est pour cela que je disais tantôt que je partage effectivement l'avis du docteur Yam et autres, à savoir la jonction entre la société civile africaine et l'opposition patriotique et progressiste africaine pour commencer à poser des actions contre ce type de sociétés étrangères qui sévissent en Afrique. Merci, M. Yedna. C'est moi qui vous remercie, M. Awumu Persimo. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle forcément pour l'Afrique quand on entend parler d'une perquisition dans les locaux de Bolloré au vu des actes, je dirais, répréhensibles posés par ce groupe en Afrique? Est-ce que vous pensez que les Africains devraient commencer à se réjouir? Mais avant que vous répondiez à cette question, nous retournons au téléphone pour accueillir cet autre téléspectateur, ou alors c'est le téléspectatrice, cela dépendra. Bonsoir monsieur ou madame, merci de nous rejoindre. Vous votez d'abord. J'appelle depuis la Guinée équatoriale. C'est pas la scène panafricaine. Je vote pour le président. Je vote pour le président Obiang en première ligne. Ça que je voulais dire, je ne sais pas si vous faites la campagne pour le président Obiang, ce n'est pas tout normal. Quand il y avait la votation à Tchad, on a dit les opposants présentés en train de dire c'est moi qu'ils voulaient dire que maintenant quand on fait la votation ici en Guinée équatoriale, on ne voit pas sur la scène panafricaine aucun opposant venir parler. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas en train de parler de campagne tout de suite, cher monsieur. Vous avez certainement des remarques que vous devez faire à propos. Ce n'est pas le moment. Nous allons prendre un autre téléspectateur derrière. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci de nous appeler. Vous votez d'abord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, vous êtes en direct, cher monsieur, on vous écoute. Merci. Je voudrais dire que tout ce que les Français font comme percussion chez Bolloré, c'est des blagues, hein, ça ne peut rien nous avancer, ça ne peut rien nous donner. Parce qu'ils font comme ça pour nous le bruit et puis bon. Pendant qu'on passe à cela, ils continuent de nous voler. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. D'autres derrière, si oui, bonsoir et merci de nous rejoindre. Merci, bonsoir, ça va, vous allez bien? Oui, bonsoir, c'est Pandis, bonsoir. C'est Adama, je vous appelle de la Libye. Écoutez, Bolloré, il doit le faire parce que François Hollande, hier, est allé dire à ses fils que non, tout va, en France, tout va mieux. C'est faux, il ment. C'est pas possible. Vous savez, le problème, c'est que nous,
Il faut voir, monsieur Yann, quand il parlait de l'Égypte, de 1923 à 1930, regardez le nombre d'or, de tonnes d'or qu'ils ont dérobé aux Égyptiens. Et on est là. La France, là, c'est fini. Vous ne pouvez plus passer. C'est pas possible. Vous faites ce que vous voulez. Vous venez, c'est dans votre zèle. Vous venez, vous pillez nos terres pour donner à vos progénitures. Vous croyez que ça va aller. Faites vos débats, parlez ce que vous voulez. Mais on est là. L'histoire nous dira les faits de fait. Merci beaucoup. Merci. Cela me rappelle les propos d'un Africain dernièrement qui me faisait remarquer que on a tellement tué l'homme noir, mais ceux qui massacrent les hommes noirs sont étonnés qu'à force de le massacrer, ils se multiplient, on dirait des fourmis, ils n'en finissent pas. Ben voilà, je ne sais pas comment expliquer ça en ce qui me concerne. Je vais rapidement, nous allons prendre un autre appelant, ils sont nombreux. Bonsoir monsieur ou madame, vous votez et puis vous participez au débat. Alors, bonsoir. Je vote d'abord pour le président Paul Biya du Cameroun. Ensuite, le président de la Guinée équatoriale. Et en troisième position, Idriss Déby Itno. Bon, nous contribuons parce que nous en avons nos présidents actuels sont comme des coqs, on peut dire de poules mouillées. Mais tout le monde, ils en ont besoin de travailler, mais malheureusement, quand un éléphant est là à côté, le poule n'a pas de place. Donc, nous sommes en train d'observer ce qui se passe aujourd'hui. On trouve que tous ces gens n'arrivent même pas à s'exprimer, ils sont devenus comme des coqs. Ils sont là, ils s'en servent du peuple et ils ne font rien, ils sont là, ils sont restés. Ces gens-là sont en train de venir nous piller chaque fois. D'accord, d'accord, merci de nous avoir appelés. Nous allons prendre quelqu'un d'autre derrière. Bonsoir. D'accord, nous allons gagner en temps ici. La personne est partie. Persimo, je voulais que vous nous disiez si les Africains devraient déjà organiser des festins, parce qu'on dirait qu'on commence à assister à la chute de Bolloré, au vu des actions, disais-je, très répréhensibles posées par ce groupe en Afrique. Merci, monsieur Yana, mais j'ai peur de vous décevoir, parce que je veux vous dire que les Français ont trouvé un très bon sujet de divertissement. Vous voyez la coïncidence qui arrive. Regardez, au moment où l'Afrique parle de plus en plus de CFA, les gens vous sortent une petite botte secrète quelque part pour vous distraire pendant que vous tapez sur Bolloré qui ne représente rien pour l'économie de l'Afrique pendant des années. On va se focaliser sur une connerie. Si l'histoire de Bolloré était une chose très importante, c'est pas aujourd'hui que les Français auraient commencé. Il y a longtemps, Bolloré a soutenu Sarkozy. Ils n'ont rien dit. Ils attendent au moment où l'Afrique est focalisée complètement sur le franc CFA pour sortir une histoire à la con pour nous divertir. Non, je dis, c'est trop facile. On laisse maintenant le vrai débat qui concerne la survie de l'Afrique pendant des années pour discuter sur des histoires de Bolloré qui peut être résolues par chaque pays africain. Attendez, on parle de quoi? Bolloré, c'est quoi par rapport au franc CFA? Combien d'argent on a perdu depuis la nuit des temps à cause de ces histoires de franc CFA? Ça fait 70 ans. Chaque pays peut prendre une décision de nationaliser tout ce que Bolloré a. Le franc CFA, on en fait quoi? Dites-moi, sincèrement, on parle de quoi? Bolloré, c'est quoi? Pour moi, c'est des histoires, c'est du cinéma. On va nous distraire. Entre-temps, ils vont continuer à considérer leur histoire, mettre en place des gens qui vont soutenir le franc CFA. Et on sera en train de dire Bolloré pendant 10, 20 ans. Et entre-temps, on fait quoi? Parce que c'est juste pour mettre de l'eau dans votre moulin. On a suivi beaucoup d'analystes capés qui nous ont souvent prouvé que Bolloré roulait pour le gouvernement français. Et aujourd'hui, on est surpris de voir qu'il est mis à mal par le même. C'est de la diversion. C'est de la diversion pour moi. Les gens savent. Regardez, on sort à peine d'une réunion avec le franc CFA. On a vu cette femme de machin, comment vous appelez, du FMI, venir une française en Afrique.
pour Lagarde, Christine Lagarde. Lagarde. On a vu un monsieur débarquer là, l'autre jour, à une réunion des ministres du franc CFA, à Yaoundé. Quelques jours après, on vous sort l'histoire Bolloré. Mais attendez, les Français ne sont pas idiots. Ils ont préparé leur coup, ils comprennent que c'est le moment de sortir quelque chose pour divertir les Africains, sachant que Bolloré est impliqué partout en Afrique. Il faut bien qu'on trouve une pichenette pour qu'on soit distrait et qu'on continue à nous maintenir dans cette histoire-là. Le franc CFA, c'est la première base. Et si on peut résoudre le problème de Bolloré, ce n'est pas en discutant sur ce que les Français sont en train de faire. Ça ne nous concerne pas. Je vais vous expliquer. Le vrai problème, c'est de former les militants panafricanistes dans toute l'Afrique. Et je l'ai dit ici, je continue à dire. Tant qu'on ne va pas inoculer une idéologie panafricaine à tous les pays africains, mettre en place une base, fédérer toutes les forces panafricaines pour lutter contre la France, on va passer tout le temps à raconter des histoires. On n'a qu'une base idéologique qui nous unit. Chaque pays tire comme il veut dans toutes les directions et on ne regarde pas dans la même direction. La France va venir prendre un petit groupe ici, vous distraire, vous raconter des histoires, mettre en place une petite opposition. Bolloré va prendre des armes dans un port, transporter sur le terrain africain, aller au nord, armer les gens et revenir faire la guerre à la capitale, chasser Paul pour remplacer par Jean. Et on va continuer à tourner en rond. Non, c'est du cinéma, c'est trop facile. Je dis encore, le problème Bolloré, c'est du pipeau, c'est des histoires. Il faut que les Africains prennent leurs responsabilités. Qu'on essaie d'asseoir une idéologie panafricaine dans chaque pays. On met en place un socle de panafricains qui vont former les panafricanistes à long terme. Et dans 10, 15, 20 ans, l'histoire va s'arrêter. Sinon, on va tourner en rond pour rien. On va dire Bolloré. Après Bolloré, ça va être une autre société française qui va venir. On va continuer à tourner en rond. D'accord, merci beaucoup, Père Simon. Nous allons faire un dernier tour de table rapide. Commencer directement par Yaoundé avant d'entamer avec notre deuxième et ce qui sera certainement le dernier sujet pour le compte de ce soir. Monsieur Aoumou, rapidement votre dernier mot sur cette question en 1 minute seulement, 1 minute. Oui, en 1 minute, je dirais seulement que l'affaire au Bolloré à l'heure actuelle en France fait partie des pratiques politiques en France, c'est-à-dire du chantage politique. Monsieur Bolloré a financé un candidat concurrent à l'actuel chef d'État français et on est en train de lui faire comprendre que s'il s'amuse, on va le déstabiliser comme on a déstabilisé un autre homme d'affaires français de l'époque, Bernard Tapie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce qui se concerne au destin, sur sa mainmise sur les richesses africaines, ça ne fait pas l'objet d'un débat là-bas chez eux. Ça, c'est aux Africains de s'occuper de ce dossier des multinationales qui nous spolient nos richesses. Merci beaucoup. Merci, monsieur Aoumou. C'est ce que disait le docteur Yam tout à l'heure. Je pense qu'il va peut-être simplement renchérir. Docteur. Je n'irai pas plus loin. Je pense que c'est notre destin n'est pas de discuter des feux de paille ou des épiphénomènes qui ont lieu ailleurs. Nous pouvons regarder ces épiphénomènes si jamais cela a un impact sur notre vie, mais le plus important, c'est le cas, non? C'est le cas, mais nous ne devons pas oublier les problèmes fondamentaux. Lorsque M. Simon rappelle que le franc CFA a plus d'intérêt pour nous que le groupe Bolloré, eh bien, il a raison, parce qu'au bout du compte, les richesses qui sont les nôtres ici sont d'abord ou dépendent essentiellement de cette affaire qu'on appelle la monnaie, et qui est donc le franc CFA, qui n'est pas une monnaie, qui est du papier, qui est imprimé. Ça n'a pas plus de valeur. C'est sérieux. C'est-à-dire que quand vous prenez un billet de 10 000 francs CFA, ça n'a de valeur que tant que vous restez dans la zone. Encore que si vous êtes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ça n'a aucune valeur. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ça n'a pas de valeur au Gabon. Donc, ça n'a pas plus de valeur que ça. Donc, mais il reste que il y a également des problèmes localisés qu'il faut pouvoir, ça c'est les problèmes fondamentaux, mais aussi les problèmes secondaires. Et parmi les problèmes secondaires, le groupe Bolloré en fait partie. Et on va pouvoir dire par exemple que dans un pays comme le Cameroun, il y a des gens qui gagnent l'équivalent de tout simplement, 20 dollars ou 30 dollars, qui gagnent 30 dollars ou 40 dollars par mois parce qu'ils travaillent pour le groupe Bolloré. Et c'est un problème de fond. Mais c'est lorsque la société civile africaine, avec les hommes politiques africains, vont réellement diriger le continent.
que ce genre de pratiques ne pourront plus avoir lieu. Voilà pourquoi j'appelle la société civile, parce que les hommes politiques, eux-mêmes, ils en sont issus. Parce que si vous avez une société civile camerounaise qui travaille avec la société civile gabonaise, les hommes politiques camerounais et gabonais se sentiront légitimes. Les vrais Africains, les vrais hommes politiques africains de ces pays-là se sentiront plus de légitimité et plus de force pour aller de l'avant. J'aimerais conclure par un petit mot. Rapidement. Il faut bien que les multinationales sachent que ce qu'elles gagnent aujourd'hui, elles le gagneraient 10 à 15 fois plus si l'Afrique était gérée par les Africains avec sa propre monnaie, sa propre diplomatie, sa propre sécurité. Parce qu'à ce moment-là, elles seraient 15, 20, 30 fois plus riches. Donc ces mêmes multinationales gagneraient beaucoup plus d'argent. Alors il est temps... Elles gagneraient à nous aider dans ce non, sens. nous ne demandons pas leur aide. Elles gagneraient à rester tranquilles parce qu'il arrivera un moment où l'élite africaine, malheureusement, devra, comme tout le monde, dire oust. Merci. Et monsieur Dr Yam vous rejoint forcément quand il parle d'une société civile camerounaise qui devrait travailler avec une société civile gabonaise et ainsi de suite. Pour que les gens regardent dans cette direction, il faut qu'ils aient la même formation idéologique. Si les gens n'ont pas de formation, ils vont regarder dans quelle direction. Comme je vous ai dit, on va venir avec, vous n'avez pas de formation, on vous manipule comme on veut parce que vous n'avez pas une idéologie. Ce qui fait que j'insiste, je persiste là-dessus. Tant que les partis politiques panafricanistes ne sont pas mis en place dans les pays africains pour subir la même formation et unir les forces. Parce que pour mettre un panafricanisme à la tête d'un État, il faut qu'on forme à la base. Les maires. On forme, qui doit former. Moi, je dis encore, moi, je suis militant de l'UPC. J'ai une formation, je peux dispenser cette formation dans les partis panafricanistes et mettre en place des structures qui vont prendre la mairie, prendre l'Assemblée, prendre le Sénat et arriver à la présidence. Ça, c'est possible. Je dis encore que c'est possible en un temps record. Si on n'a pas assis cette base-là, on ne pourra jamais sortir des griffes de ces gens-là. Ce n'est pas possible. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Rapidement, on termine avec vous. Non, je crois que l'impératif de formation qui se pose n'est pas incompatible avec la dénonciation, l'éducation de nos peuples sur les questions, comme tout à l'heure l'a souligné le docteur Yam, les questions ponctuelles, les questions qui se cristallisent de façon sectorielle dans la manière dont la prédation française néocoloniale s'exerce sur le continent. Ce n'est pas incompatible, donc il ne faut pas que notre ami ici nous croit qu'il y ait incompatibilité. Ça va ensemble. Pour dire quoi? Ça dit que tout à l'heure, il a convoqué les questions de fiscalité. Mais il y a la question aussi de l'acquisition des ports, qui pose la manière d'acquérir les ports pose problème. Et c'est dans le dossier judiciaire, la manière d'acquérir les ports. Et d'ailleurs, il y a un communiqué du groupe Bolloré tout à l'heure qui ils ont fait un communiqué pour bon, ils prennent des gens pour les dieux, pour dire que non, ils n'ont pas acquis le port de Conakry en finançant la campagne. Il y a un communiqué qui est sorti. Oui, voilà, ça veut dire qu'il y a problème. Vous savez, quand un groupe fait un communiqué comme ça, on sait ce que ça veut dire. Tout à fait. Donc, il y a ça. Il a évoqué le caractère sensible des ports. Moi, je comprends ça. C'est très important. Le port est l'endroit où vous avez le cash flow en matière économique. Vous avez l'argent frais au niveau du port. 2, en termes de façade, d'interface maritime avec l'extérieur, le port est un endroit sensible en matière de sécurité. On peut utiliser le port pour déstabiliser un pays. Il fait entrer les armes, les camoufler et les acheminer à l'intérieur du pays. D'ailleurs, ce groupe Bolloré a été fortement suspecté d'être impliqué dans l'affaire Boko Haram. J'ai dit fortement suspecté parce que je ne veux pas... c'est des précautions vraiment qu'on prend, mais j'ai dit fortement soupçonné. Donc, on ne peut pas jouer avec le port. On peut pas jouer avec le port. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut se priver de l'expertise nationale dans le domaine portuel en confiant le port à quelqu'un qui ne transfère aucune technologie, en dehors du bruit qu'il fait, il ne transfère aucune technologie, mais il passe le temps, il fait de l'exploitation primaire et il fait que piller les ports et envoyer l'argent chez lui. Donc, il y a un problème. Il faut qu'on laisse nos nationaux acquérir au fur et à mesure l'expertise portuaire. Ils ne vont pas l'acquérir si on ne les laisse pas aller toucher ça, c'est-à-dire affronter réellement les questions logistiques. Je partage totalement l'interpellation qu'il fait à la société civile africaine jouissive. Ils sont tenus. Elle est tenue, cette société civile. On va le montrer ça ici. On va couper les contrats, les gens n'auront plus d'argent, ils n'auront plus de financement. C'est pour ça que cette société civile aujourd'hui balbutie. Donc, il faut qu'une société civile sérieuse, qui est engagée, se lève. Je termine par le parcours d'Alpha Condé. Vous voyez, il y a souvent
voilà là où peut nous amener cette affaire d'alternance dans le cadre néocolonial. Voilà encore un autre exemple. Voilà un monsieur qui pendant 30 ans s'est présenté comme l'opposant historique. D'abord à Sékou Touré et ensuite à Lansana Conté et consorts. Mais dites-moi, mais il n'est pas pire que Lansana Conté, ce monsieur? Mais Lansana Conté n'est pas arrivé à ce genre de situation. C'est vrai, il était UBS qui faisait des choses, tous ces consorts. Mais voilà quelqu'un qui dit qu'il est... Non, j'incarne la modernité, j'ai fait des grandes études, vraiment moi ça serait comme ça. 30 ans d'opposition pour arriver à ce genre de choses. Vendre son pays comme ça. Livrer son pays comme ça à quelqu'un qui n'a pour projet pour l'Afrique de nous maintenir dans l'esclavage et s'appeler Alpha Condé, il a beau être président, c'est une honte. C'était service pour service. C'est une honte, Alain Michel Yedna. C'est pour ça qu'il y a un problème avec certains opposants en Afrique. Il y a un problème. D'accord. Il y a un problème. Quand on voit ce genre de choses, il faut que nous passions à l'autre sujet. Merci beaucoup, Président. Rapidement, docteur. Oui, juste un petit mot. Juste pour dire que cette situation pose le problème des mécanismes d'accumulation primitive en Afrique. C'est-à-dire, lorsque vous regardez un groupe comme celui-là qui est dans l'agriculture, qui est dans la logistique, qui est dans le transport et qui est dans la communication, qui sont des secteurs, ce sont des secteurs où on brasse énormément d'argent et où les marges, les bénéfices sont énormes. Or, nos États ont besoin de ces bénéfices, de ces profits-là, pour construire les infrastructures de base. Dans la plupart de nos pays, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Or, ce type de multinationales touche exactement ce qui devait être réservé pour que nous puissions dégager assez de profits qui sont dans de l'accumulation primitive grâce à laquelle on construit les infrastructures. Merci beaucoup, docteur Yam Timba. Nous allons parler cette fois-ci de la Côte d'Ivoire, influencée encore aujourd'hui, ou peut-être plus, vous me le direz tout à l'heure, par l'ombre d'un homme qui pourtant se retrouve à des milliers de kilomètres. Nous avons cité Laurent Koudou-Gbagbo. Nous allons demander la transition à revenir juste derrière. À tout de suite. « 11 avril 2011, 11 avril 2016, il y a 5 années déjà que le président Laurent Gbagbo a été, je vais dire, déporté à La Haye. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé du côté de la Côte d'Ivoire? Nous allons mettre le cap sur Yaoundé, histoire de libérer notre cher invité Aoumou. Monsieur Aoumou, est-ce que on peut dire que quelque chose a changé en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Depuis 5 ans déjà que M. Laurent Gbagbo a disparu entre guillemets. Monsieur Aoumou. Oui, Monsieur Yedna, effectivement, à la veille de la déportation de Laurent Gbagbo du pouvoir par la communauté internationale autoproclamée, la Côte d'Ivoire avait déjà épuré les 3/4 de sa dette. Elle était sur le point de se doter de sa propre monnaie. Elle était sur le point de se déconnecter du joug néocolonial. Mais depuis 2011, la dette de la Côte d'Ivoire n'a cessé d'augmenter. L'extraversion de l'économie ivoirienne ne fait que se renforcer. Les autorités actuelles de Côte d'Ivoire ont renoncé à doter la Côte d'Ivoire de sa propre monnaie. La présence étrangère militaire et policière se renforce en Côte d'Ivoire. La mainmise du lobby néocolonial sur l'économie ivoirienne s'intensifie davantage. La fracture sociale se creuse chaque jour. Les libertés publiques sont malmenées et la justice est celle des puissants du moment. Donc, quand on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis 2011 et ce qui s'est passé avant 2011, on voit bel et bien qu'il y a eu un changement, pas vers l'avant, mais un changement vers l'arrière, c'est-à-dire une régression au niveau de l'acquisition de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, une régression pour la libération des peuples de l'Afrique occidentale et des peuples africains.
Voilà ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. D'accord, monsieur Aoumou, je vais rester avec vous parce qu'après ça, nous allons nous séparer de vous. Si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que la Côte d'Ivoire a plutôt régressé. Est-ce que vous voulez par là dire que Laurent Gbagbo est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire? Oui, monsieur Yedna, je n'ai pas très bien suivi votre question. Si vous pouvez essayer de la reposer à nouveau. Je reprends, ne vous inquiétez pas. Vous nous avez fait comprendre clairement que la Côte d'Ivoire est allée régressant depuis la déportation de Laurent Gbagbo. Est-ce à dire que Laurent Gbagbo est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour que les choses changent réellement? Non, ça ne fait pas l'objet d'un doute. Le peuple ivoirien nous le dit chaque jour. Laurent Gbagbo est l'homme qu'il leur faut pour se libérer du joug néocolonial et pour poser des bases d'une économie endogène. Ça, ils nous le disent chaque jour. Il a été déporté depuis 2011 et les manifestations pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire et même jusqu'à La Haye se multiplient, se renforcent, s'étoffent à la fois par les Ivoiriens et par d'autres Africains. C'est une preuve que le peuple ivoirien ne se trompe pas de dirigeants et sait bel et bien qu'avec Laurent Gbagbo, c'est des pas qualitatifs que la Côte d'Ivoire va faire et par ricochet aussi l'Afrique. D'accord, une dernière question avant de vous quitter. Alors, personne d'autre, vous êtes, parce que vous savez, il y a plusieurs tranches, plusieurs groupes au sein du FPI, ceux-là même qui supportent Gbagbo, mais il y a ce qu'on appelle les Gbagbouriens. Donc vous faites partie des Gbagbouriens, vous, monsieur Aoumou. Non, pas les Gbagbouriens, non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que là, il y a les Gbagbouriens, c'est une bagarre entre les membres du FPI au niveau de la tactique. Est-ce que oui ou non, on doit faire du procès de Laurent Gbagbo un problème principal à la fois pour lui en tant qu'individu et pour la Côte d'Ivoire et même pour les peuples africains, ou alors essayer de poser le problème de Laurent Gbagbo en périphérie pour faire monter une autre figure qui peut réaliser ce résultat-là, donc obtenir la libération de Laurent Gbagbo et le retour du FPI au pouvoir. Il s'avère que les membres du FPI, dans leur écrasante majorité, ont dit « Nous préférons utiliser le procès Gbagbo parce qu'à lui seul, il incarne mieux nos aspirations en tant que FPI, en tant que peuple de la Côte d'Ivoire, en tant que peuple africain. » Donc, ce n'est pas pour dire qu'il n'y aurait pas d'autres Africains ou d'autres Ivoiriens ou Ivoiriennes qui puissent faire ce que Laurent Gbagbo a eu à faire, mais le peuple ivoirien est en train de faire ce que les Roumains avaient eu à faire lors de la Deuxième Guerre mondiale dans les années 30-40 avec Georges Dimitrov. Georges Dimitrov était le leader du Parti communiste roumain qui avait été incarcéré par des forces fascistes. Et ils ont utilisé sa figure pour un procès retentissant de Dimitrov et même comme icône pour la lutte de libération de la Roumanie. Et c'est ce qu'ils ont obtenu. C'est la même chose aussi que les frères sud-africains ont eu à faire en utilisant le procès de Mandela et son icône pour booster le peuple sud-africain dans la lutte de libération. Et nous avons eu les résultats avec la chute de l'apartheid. Donc, que le peuple ivoirien remprenne la même stratégie qui a fait recette en Europe et en Afrique chez nos frères, je ne pense pas, pour ma part, que le peuple ivoirien serait en train de se tromper. Merci à vous, monsieur Jean-Jules Aoumou. Merci
pour votre brillante participation à ce débat ce soir. C'est sur ce que nous allons vous dire bonsoir et dire au revoir au plateau de Yaoundé pour le compte du mérite panafricain de ce vendredi. Monsieur Simo, tout à l'heure, j'ai laissé passer un message. Bonsoir Alain Michel, bonsoir Simo. Monsieur Simo, bonjour à l'Afrique. Juste pour dire que la jeunesse panafricaine est déjà en place et rien ne peut plus stopper le combat. Mayer Phoning, pour un message qui vous était particulièrement adressé par rapport doléances que vous avez posées tout à l'heure, ou alors aux solutions que vous apportiez tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais prendre votre avis sur la question de Laurent Gbagbo. Merci, M. Yerna. La Côte d'Ivoire, actuellement, après 5 ans de Gbagbo, c'est 298 000 réfugiés dans le monde. 425 prisonniers politiques et militaires. 3 camps de réfugiés au Ghana, 1 camp de réfugiés au Togo, 1 camp de réfugiés au Libéria. Le HCR, qui décide de ne plus nourrir les réfugiés ivoiriens, ils sont livrés à eux-mêmes. Et maintenant, sur le plan de la sécurité, il y a des gens qu'on appelle les microbes, c'est des enfants de 8 à 17 ans, qui sont armés, qui étaient armés pour lutter contre Gbagbo. Aujourd'hui, ils représentent un réel danger dans toute la Côte d'Ivoire. Ils assassinent, ils tuent, ils pillent. Et c'est extrêmement grave. Maintenant, il y a un autre groupe qu'on appelle les Dozo. Ils sont 100 000. Qu'on appelle les Dozo. C'est des lutteurs, c'est des chasseurs traditionnels, armés, avec les armes de guerre, qui sèment mort et désolation dans toute la Côte d'Ivoire. Et voilà comment ça se passe dans ce pays où nous avons beaucoup d'amour et sous la complicité des responsables de la sécurité en Côte d'Ivoire. Maintenant, ces jours-ci, il y a des étudiants qui sont en grève. Le recteur de l'université vient d'être mis en prison. Il est à la Maca depuis des jours. Là. C'est seulement parce que les étudiants, il y a un événement sportif qui doit se passer en Côte d'Ivoire. On demande aux étudiants de libérer leur comment vous appelez là le campus. Parce que dans les autres campus, les militaires, les rebelles ont envahi le campus. Et maintenant, on demande à ces étudiants de libérer pour que les gens viennent s'installer là-dedans. Ils disent non, il y a les militaires qui occupent les autres campus, allez les déloger, améliorer, et nous on va aller là-bas. Ça pose des problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en ébullition, et je dis encore une fois, si M. Ouattara, et il y a quelques jours, Ben Soumaoro est mort au Ghana le 11, juste le jour où on avait déporté M. Babou, c'est un symbole. Je dis encore à M. Ouattara, s'il est intelligent, qu'il fasse un tout petit effort pour signer une loi d'amnistie pour libérer tous les Ivoiriens, que les Ivoiriens rentrent chez eux en paix, parce que sinon, il est assis sur un fauteuil, sur un amas de cadavres. Au fur et à mesure que les Gabons vont pourrir, on va l'envahir et ce sera la fin pour lui, parce que Dieu ne fait pas d'échec sans provision. Je dis encore une fois, que les gens essaient de réfléchir pour mettre un terme à cette manière de fonctionner dans un pays qui vivait en paix depuis des années. Et un matin, un monsieur se lève en disant qu'il va tuer même tous les Ivoiriens pour être le gouverneur des arbres et des fantômes. C'est incroyable. Il y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut voir une situation. Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous verrez que tout appartient, tout est français. Comme venait de dire quelqu'un, même des plages. Tout appartient aux Français, aux Libanais, aux Grecs. Rien n'appartient aux Ivoiriens. Alors, est-ce que M. Ouattara peut accepter que dans son village, des gens viennent tout prendre au Burkina Faso, tout prendre, faire de son village leur propriété et ils regardent sans rien dire? Je pose des questions. Vous avez dit dans son village au Burkina Faso. Mais bien sûr. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, M. Simo. Président Bandakadi, comment expliquez-vous l'omniprésence, on pourrait le dire, sans au risque de se tromper, parce que c'est ce qui est remarqué sur le terrain, une sorte d'omniprésence de l'ombre de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Vous savez, c'est pourquoi son combat se confond avec l'histoire de ce pays. C'est ce qu'on dit, la rencontre entre un homme et un peuple. La rencontre entre le fait historique et un homme. Vous ne pouvez pas régler ça avec une guerre civile, une déportation, au contraire. Alors, Michel Yedna, vous savez, j'ai longtemps expliqué, c'est que la Côte d'Ivoire a été, c'est-à-dire, est victime de ce qu'on appelle une spéculation. C'est-à-dire que c'est une bourse informelle constituée par un gang international. Il faut bien comprendre cette affaire. C'est une bourse informelle, comme Wall Street. Ils ont fait une bourse informelle, un gang international. Vous avez
les Américains là-dedans. Vous avez vu tout le rôle qu'Obama a joué dans cette affaire. La France au cœur, le roi du Maroc, le Wade, beaucoup de présidents, tout ça, ils ont misé sur le dépaysement de la Côte d'Ivoire. C'est très grave, ce qu'ils sont en train de dire, sur le dépaysement de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on est en train de vivre là. Je l'ai souvent dit ici. Et tout à l'heure, on parlait de M. Bolloré. Voilà une de ses œuvres. La session qui est en Côte d'Ivoire. 10 000 morts. On a marché sur des cadavres, bombardé un palais présidentiel, humilié un président en plein jour, humilié sa femme, tout ça en plein jour. C'est-à-dire martyriser un pays parce que ce gang devait gagner l'argent par tous les moyens. C'est pour ça que ce gang-là, c'est la session en Côte d'Ivoire. Parce qu'on demande, mais pourquoi vous occupez de la Côte d'Ivoire et tout et tout? Non, le projet de ce gang-là, ce n'est pas de s'arrêter en Côte d'Ivoire. Il y a l'Afrique centrale qui doit tomber entre leurs mains, dans le Cameroun. Parce que quand on voit notre président s'amuser à recevoir un type comme Bolloré, comme ça, comme il fait là, il y a de quoi avoir les cheveux doivent se tester sur nos têtes. Mais c'est très sérieux. Il s'amuse, il joue quoi? Donc ce gars-là ne va pas s'arrêter là. Donc pour dire que, j'ai souvent dit ici que M. Ouattara est la plus grande catastrophe qui soit arrivée au continent africain depuis 50 ans. Je dis la plus grande catastrophe. Parce qu'au moins dans les années passées, les Africains ont lutté contre la colonisation. Ils ont réussi à renverser les empires coloniaux, même s'il y a eu des fausses indépendances, peu importe. Ils ont lutté. On a amorcé un travail. C'est vrai, on avait des dirigeants qu'on a eu, le Mobutu consort. Mais Mobutu a encore les 6 constantes atténuantes. Parce qu'on nous a apporté les gros diplômes, docteur en doctorat, Ouattara. On nous a dit que le banque, c'est un génie des finances. C'est le plus grand génie que l'humanité a eu en matière de finances. Mais on voit les résultats aujourd'hui. La plus grande catastrophe. Je ne vais pas revenir sur le bilan qu'Aouma fait, que mon frère Simon a fait. Je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est venue, c'est le stade suprême, ce qu'on appelle le comptoir colonial par excellence. C'est le stade suprême. C'est l'image, c'est le visage le plus hideux de cette affaire-là. Aucun Africain n'est pas accepté ça. Aucun. Le grand changement que Ouattara a apporté en Côte d'Ivoire, il a apporté un très grand changement. Vous êtes surpris? Un grand changement. C'est que tous ceux qui n'avaient pas encore ouvert les yeux, maintenant ont les yeux ouverts. En commençant par ses soutiens. Hein? Il y a des groupes de personnes là qui avant ne diraient que par lui. Il vient ici à Afrique médiane, il dit non, vous en prenez au Djoula. C'est même pas une ethnie, Djoula. C'est-à-dire vous en prenez au Djoula. Aujourd'hui, même ces gens-là commencent à dire que mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous est arrivé? On s'est complètement trompé, mais ce monsieur est dangereux. Allez sur Internet, allez voir les vidéos. Maintenant, les gars ne se cachent même plus, ils assument ouvertement. Ils prennent position, ils disent que nous, tel, à tel endroit en Côte d'Ivoire, vraiment, on est fatigué de toi. Tu nous as complètement trompé. Donc voilà le plus grand changement qu'il a apporté. Elle dit que ça va être une réconciliation à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont se réconcilier maintenant autour d'un projet de révolution pour bouter hors de ce pays ce gang international qui a volé ce pays pour l'exploiter de façon sauvage. Donc aujourd'hui, on voit un retournement pour une situation où les gens prennent conscience que ni nous les Djoula, personne ne gagne cette affaire, hormis M. Ouattara et sa clique de gangsters internationaux. Tout le monde se rend compte aujourd'hui. Parce qu'on avait dit tromper les Africains, on dit, oh, les grands chantiers infrastructurels. Mais n'importe quoi. Les infrastructures ne peuvent pas développer un pays qui n'est pas indépendant. Les infrastructures ne développent pas un pays qui est néocolonisé. Ça ne marche pas, ce sont les histoires. Il va produire un super endettement. Et vous serez recolonisé éternellement. Parce qu'il y aura la chape de plomb d'endettement sur votre tête. Vous n'en sortirez jamais. C'est ce qu'il fait. Donc le jour où ils seront plus là, ils vont laisser la Côte d'Ivoire purement surendettée. C'est le projet de ce monsieur-là, de M. Ouattara. Vraiment une véritable calamité. Donc, vraiment, ce qu'il y a à dire, non mais c'est clair. Vous parlez de pourquoi l'homme le Gbagbo plane. Mais son homme va planer davantage. Parce que ceux qui ont joué le jeu de M. Ouattara, en brûlant le pays, ces Africains-là, ces Africains qui ont joué ce jeu, on les commence à voir, ils ont leurs yeux aujourd'hui pour pleurer. Et pendant ce temps, le procès, là-bas à l'arrêt, est en train de les recuser davantage. Où aujourd'hui, tout le monde entier voit que Mme Bensouda a épousé M. Bensouda, qui lui-même était au cœur de la guerre. M. Bensouda est parmi ce gang international qui a mis le feu à Côte d'Ivoire. Comment peut-être le juge est parti en même temps? Donc tout le monde est en train de voir. Donc les choses se retournent complètement. Donc, et pour nous, c'est un immense plaisir. Nous n'allons pas bouder notre plaisir. Donc, monsieur, Jules avons dit que c'était la guerre d'indépendance des Ivoiriens.
Il n'a pas fait ça dans les années 60, parce qu'au fait, il avait trahi le continent africain pour aller s'allier aux Mitterrand et aux Français. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'assumer son destin en Afrique de l'Ouest. Son destin de locomotive. Ce pays devait passer par là. Ils vraiment sont en train de mûrir la conscience patriotique de ce pays, que les Ivoiriens ne se découragent pas. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir donc. Que les Ivoiriens ne se découragent pas. Voilà qui est dit. Nous allons prendre la dernière série d'appels pour le compte de cette soirée. Bonsoir, monsieur ou madame. Merci de nous rejoindre. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Vous votez d'abord avant de participer. Ok, bonsoir le plateau. Bonsoir, monsieur Michel et Alain. Tout simplement, je voudrais remercier tous ceux qui sont ce soir sur le plateau de Afrique Média. Et pour voter seulement, je n'ai pas envie de voter les présidents qui sont en ligne. Je préfère voter ceux qui sont sur le plateau présentement, comme le président Bagani et les autres. Si vous étiez candidat par le remplacement de ces présidents, j'allais vous voter. Malheureusement, vous n'êtes pas candidat, je vote personne. Je vais parler de la Côte d'Ivoire parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez trop parlé de la Côte d'Ivoire. Je vous en remercie pour cela. Voilà, moi je voudrais lancer un appel à tous les Africains qui aiment l'Afrique. Voilà un pays aujourd'hui qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui veut organiser un jeu francophonie et qui veut mettre ses enfants au dehors pour installer des étrangers. Comment dans un pays on veut organiser quelque chose, des jeux, et les hôtels sont là pour que ces étrangers qui vont venir, pour qu'on les loge dedans, ce n'est pas ceux qui sont déjà dans des petites chambres comme dans les campus, ce ne sont pas ces gens-là qu'il faut déloger pour que, on organise quelque chose, c'est pour que l'argent rentre dans ce pays. Alors, les francophonies qui viennent, qui vont venir en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont mis un budget à la disposition de la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent construire des infrastructures pour accueillir des étrangers. Aujourd'hui, cet argent, je ne sais pas où ils vont le mettre et on va déloger des gens qui n'ont pas déjà la place pour dormir. Vraiment, moi je demande à tous les Africains, comme vous, qui êtes sur le plateau, qui est de chaque pays, de boycotter ces jeux qu'on appelle francophonie. Parce que d'abord, francophonie, moi ça me dérange. Parce qu'on n'a pas, ces coutures, si on parlait de la couture camerounaise, ou on me parlait de la couture togolaise ou chose tchadienne, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est une langue qu'on nous a imposée à parler. D'accord, nous parlons le français, mais ça ne va pas nous emmener à être l'esclave de ces gens aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Dramane qui est en Côte d'Ivoire, pour lui, il s'en fout des Ivoiriens. Si un Ivoirien aujourd'hui meurt, il s'en fout parce que lui et sa femme, ils n'ont personne en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir appelés, cher monsieur. Nous allons rapidement prendre un autre appelant. Bonsoir, vous votez d'abord. Oui, je voudrais participer. Oui, bonsoir à tous les panélistes. Vous avez presque tout dit, même comme je vous ai pris en cours, quoi. Et je vote tous ces présidents, à l'instar de Paul Biya. Même comme il fait son mauvais jeu là, il faut qu'il sache qu'il doit arrêter tous les détourneurs là. Et il doit nous fabriquer notre monnaie. Donc, et Bolloré là, c'est un petit décret qui va le faire partir. Je reviens maintenant sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens doivent comprendre que pour s'en sortir, ils doivent faire bloc. C'est-à-dire, depuis le nord, que je reconnais bien, j'ai pris un bus quittant du Mali, entré par la frontière, entré à Korogo jusqu'à Abidjan, avant de continuer ma route. J'ai fait presque 2 mois là-bas. Donc, les gens du nord doivent s'unir et accepter, tourner la page, faire un bloc et faire partir le Burkinabé là. Il faut qu'ils sortent.
Et une fois qu'il est sorti, je vous assure, vous allez vous unir. Parce que ce gang que vous voyez, c'est un gang pour les détruire. Ce n'est que par la brutalité. Donc n'ayez pas peur. Ne regardez plus que oh, je suis du sud, je suis du nord. Moi j'étais là-bas, j'ai vu. Merci à vous de nous avoir appelés ce soir. Un autre derrière, bonsoir, vous votez d'abord. Parti. Voilà, il est parti. Nous allons revenir avec vous, docteur Yam Timba. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Vous avez certainement beaucoup de choses à dire à la suite de vos copanélistes. Mais avant, un message qui nous parvient à l'instant. Alain Michel, le président Bandakani a raison de dire que la venue de Ouattara est aussi une bonne chose. Car cela a permis aux gens d'ouvrir les yeux et se rendre compte combien de fois on dormait. Moi-même, je suis devenu un très grand combattant parce que j'étais, formaté, par des médias mensonges jusqu'au point d'accepter la chute de Gbagbo et la mort, je pense, de Muammar Kadhafi. Et c'est la raison pour laquelle je suis prêt à tout pour défendre mon continent. Afrique Média, doit exister pour nous empêcher les mêmes bêtises, je pense, du passé. C'est donc un message encore de Meyer Phoning. Et à la suite de ce message, beaucoup d'autres appelants se sont positionnés. Nous allons en prendre. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous votez d'abord. Oui, bonjour, Afrique Média, c'est Zefak depuis Montréal au Canada. Je vote une infinité de fois pour l'homme fort Idriss Déby. Nous n'avons pas pu participer depuis quelques jours parce que vous aviez des problèmes pour l'émission, pour la diffusion d'Afrique Média, mais nous sommes contents d'avoir retrouvé le signal. Je veux dire que ce qui se passe actuellement en Afrique avec Bolloré, c'est du pipeau comme le Papa Simo nous le dit. Et j'aimerais juste faire un coup comme ça au Papa Simo pour lui dire que son projet de l'université panafricaniste qu'il est en train de qu'il a demandé à initier, nous sommes là pour le soutenir, pour apprendre aux Africains qu'est-ce qui est de leur histoire et pour leur permettre de comprendre les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui, juste pour vous dire que nous vous suivons, nous vous écoutons. Nous sommes très contents de ce que vous nous donnez tous les jours et nous n'arrêterons pas de vous dire merci infiniment. Merci Afrique Média, merci d'exister pour nous. Bonsoir. Bonsoir à vous, que Dieu vous bénisse. Un autre appelant derrière. Bonsoir monsieur ou madame, vous votez, vous contribuez. Oui, allô? Pardon? Oui, oui. Oui, c'est par rapport à lui. Oui, si l'Afrique Média, je voulais répondre. Je vais passer par le vote d'abord. Oui, bon, moi, franchement, il n'y a personne pour le moment. Avec ce président-là, franchement, il ne voit pas le rôle qu'il joue actuellement. Mais pour la Côte d'Ivoire, franchement, on souffre. Voilà, nous, on a besoin d'un soutien fort. Les Blancs, ils nous ont trop envahis. Donc, on a besoin de l'aide, vraiment. Les Burkinabés sont trop sur nous. D'accord, merci. Encore des appelants. Bonsoir, monsieur ou madame. Merci de nous rejoindre. Oui, bonjour Afrique Média. Je vote pour le président Paul Biya, comme d'habitude. Je voulais juste m'indigner pour le cas de M. Nzemen, qui, depuis un temps, s'est plaint
il y a la semaine passée. Il se plaint, il dit que les gens sont en train de se plaindre. On se plaint qu'on cesse de pleurnicher. Alors, le problème, ce n'est pas de se pleurnicher. Lui qui est un juriste, j'aimerais que M. Djamène nous entraîne la France au tribunal. La France nous a pris de l'argent et il est là, il est juriste et il ne fait rien, ni dans son propre parti. D'accord. D'accord, c'est vrai que ce n'est pas le cas de Djamène qui est sur la table ce soir. Merci tout de même de nous avoir appelés. Nous allons prendre quelqu'un d'autre derrière. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous votez d'abord. Et ça vous voter et puis apporter quelque chose là, c'est tout. Oui, allô? Oui, bonsoir, je peux participer à l'édition. Vous y êtes déjà, cher monsieur. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir Afrique Média. Oui, c'est pour participer. Bonsoir les panélistes. Je j'appelle de M. Benjamin Abodé. Je vote pour M. Déby. Et je vote pour M. Déby, comme je viens de le dire. Et ce que j'ai remarqué concernant les élections qui se sont passées au Niger la fois passée où un challenger est emprisonné et aucun président africain ne peut lever pour dire que ça là est mauvais. Et les élections ont été même validées. Avec ça, vous pensez que Bororo ne va pas toujours chercher à nous diriger en Afrique? C'est les Africains eux-mêmes qui sont à la base de leurs problèmes. Il faut que les Africains se lèvent pour chasser ces chefs d'État-là. Les chasser, les balayer complètement. Pour donner vraiment l'indépendance au peuple africain. Je vous remercie. Nous vous remercions également. Quelqu'un d'autre derrière, certainement. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous votez d'abord. Ok, mais déjà je tiens à saluer le panel et je suis content de vous écouter ce soir. Bon, moi j'ai une question, c'est aussi par rapport à la question de l'auditeur qui a parlé précédemment concernant M. Djamène. Je voudrais aussi m'indigner parce que j'ai suivi un peu le débat, l'avant-dernier débat, dans lequel était présent M. Djamène et qui a, entre autres, a accusé des Africains d'avoir été vendus leurs propres frères. Je voudrais dire que ce genre de discours tenu au niveau d'Afrique Média n'honore pas la chaîne panafricaine. Je voudrais aussi que vous essayiez autour de comprendre, parce que je me suis rendu compte qu'il y a deux types de panélistes. Ok, nous avons perdu le téléspectateur. Nous allons revenir rapidement, monsieur Inyam Timba. J'étais en train de dire que vous avez certainement suivi vos copanélistes avec attention et vous avez des réactions. Bah écoutez, une réaction, oui, forcément, la Côte d'Ivoire, c'est la réaction actuellement dans le monde francophone. Mais peut-être que la Côte d'Ivoire va nous apprendre à relire l'histoire du monde, l'histoire de l'Afrique. Est-ce que vous croyez déjà en l'omniprésence de M. Laurent Gbagbo? Il n'est pas omniprésent, c'est le compagnon de tous les jours. Vous savez, mais il me rappelle quelque chose. Laurent Gbagbo me rappelle Rouben Oumniobé et l'UPC en 1955. Au Cameroun. Alors l'UPC veut participer aux élections, les premières élections législatives organisées dans le pays. Et l'administration, disons la tutelle, parce que il ne faut pas qu'on confonde les choses, la tutelle française lui dit non, votre parti ne participera pas aux élections. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que vous avez un parti politique qui veut participer aux élections et l'administration lui dit non, vous ne participez pas. C'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui dit on compte les votes.
dans toutes les élections, vous pouvez compter les votes, vous pouvez recommencer. On l'a vu même dans de très grands pays comme les États-Unis en 2000. Mais il y a un camp qui dit non. Donc l'ONU, enfin ceux qui étaient là disent non. La France, l'ONU disent non, on ne recompte pas. Ça me rappelle cette période et croyez-moi, le Cameroun a perdu 2 à 3 millions de personnes après et les gens comme moi n'ont pas de village parce que mon village a été bombardé au napalm. Rasé complètement, hommes, femmes, enfants, moutons, cabris, chèvres, ça a été bombardé au napalm, c'est un génocide. Et il y a 2 ou 3 millions de Camerounais qui ont perdu leur vie comme cela. C'est pour cela qu'en 2010, quand je regardais la Côte d'Ivoire, je m'attendais très bien à ce qu'il y ait des dizaines de milliers de morts. Et je savais très bien qu'autant dans un pays comme le Cameroun aujourd'hui, les gens en sont encore à imaginer un retour de Ruben Oumniobé. Eh bien, les Ivoiriens ne peuvent pas espérer autre chose que le retour de Laurent Gbagbo, qui est naturellement plus probable, parce qu'Oumniobé aurait eu plus de 100 ans aujourd'hui. Bien sûr. Ou près, enfin, pas plus, mais il aurait eu près de 100 ans aujourd'hui. Donc, Laurent Gbagbo, c'est quoi d'autre? Laurent Gbagbo, c'est l'homme qui, en 90, dit à Houphouët-Boigny, vous ne pouvez pas nommer ce monsieur Premier ministre. Et il a eu raison, 4 ans après, la Côte d'Ivoire avait une croissance négative de moins 4%. Je ne vais pas revenir sur les statistiques qui ont été données, mais je voudrais montrer quel est le type d'homme qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui et pourquoi les Ivoiriens ne peuvent pas se lever tous les matins sans penser à Laurent Gbagbo. C'est, à l'époque, moins 4% de taux de croissance. Quelqu'un qui vient du FMI, il est auréolé de tout ce que ça veut dire. Mais pour nous autres Africains, nous savons ce que ça veut dire. Ça veut dire en réalité, tout simplement, enfoncer un peu plus l'Afrique et une incapacité totale. Je ne connais pas, à ce jour, quelqu'un qui soit venu de là et qui ait dirigé correctement l'économie africaine. Je n'en connais aucun. Je n'en connais aucun qui soit venu de la Banque mondiale, du FMI, et qui aurait redressé l'économie en Afrique. Bon, on peut, à leur décharge, dire qu'il est impossible de relever les économies, tout au moins, de la partie francophone, la partie CFA de l'Afrique, parce que l'outil principal de la gestion économique est la monnaie et n'en existe pas. Il n'y en a pas. Donc, il y a quelque chose quand même de particulier qui vous permet de le savoir. C'est le regard de cette dame, une vendeuse, cette commerçante à Bobo, qui dit « On pensait que c'était dur, mais nous n'avions jamais imaginé que la vie puisse être aussi compliquée. Nous avons le sentiment de vivre en enfer. » C'est une dame qui le dit en début de cette année à Abobo, en plein Abidjan. Et je comprends très bien les Ivoiriens. Aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, tous les journaux sont obligés de faire un article sur Laurent Gbagbo, en première page, ou à la une, pour pouvoir vendre. Si un journal ne le fait pas, ils ne font pas de vente. Et l'autre chose, c'est, naturellement, tout le monde commence à voir avec, par exemple, ces fameux jeux qui arrivent, mais ce n'est qu'un remake. C'est-à-dire que vous avez à la tête de l'État ivoirien des gens pour qui il s'agit de chasser les Ivoiriens pour installer des étrangers. Et tout simplement. Donc ça n'étonne que ceux qui veulent être étonnés, mais ceux qui lisent l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils comprennent très bien que, en fait, c'est sans état d'âme qu'on va demander aux étudiants de libérer le campus pour faire installer des déjà en train de le faire. Mais ils vont le faire, ils sont en train de le faire. Mais la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est quand même un fait inédit. Autant que je m'en souviens, il n'y a aucun chef d'État qui a été naturalisé dans un autre pays de cette façon-là. Il n'y avait que la Côte d'Ivoire après Gbagbo pour vivre ce genre de choses, la naturalisation de Blaise Compaoré là-bas. Mais c'est normal parce qu'il a été tout simplement naturalisé par son cousin. Ils viennent du même coin, ils viennent de la côte du Burkina Faso, et ce sont des gens qui appartiennent à la même catégorie de personnes pour qui le pillage de l'Afrique est une activité tout à fait normale. Donc ils ne pouvaient pas le laisser tomber. Le terme gang signifie des gens qui travaillent en bande organisée, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est une bande organisée et on comprend très bien pourquoi le peuple, et là nous allons convoquer le droit, un crime est constaté par ce qu'on appelle la clameur publique. Et aujourd'hui, vous voyez bien la clameur publique en Côte d'Ivoire. Les gens commencent, c'est là où vous constatez qu'il y a eu effectivement un crime. Même si on en doutait il y a quelques années, mais on s'en rend compte aujourd'hui à cause de cette clameur publique qui monte de toutes les chaumières ivoiriennes, qui monte de toutes les villes ivoiriennes et qui tend à dire qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Naturellement,
Gbagbo, ce sera le Mandela ivoirien. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la seule façon qu'ont les Ivoiriens de pouvoir s'en sortir. Et ils s'en sortiront de cette façon-là parce que Mandela a servi de révélateur au monde entier. Gbagbo servira de révélateur. Mandela a servi de révélateur au monde entier pour l'Afrique du Sud. Gbagbo servira de révélateur au monde entier pour la Côte d'Ivoire, mais pas seulement. Parce que vous devez vous rendre pour rappeler d'une chose. Le combat de Laurent Gbagbo n'a jamais été la Côte d'Ivoire seulement. Le combat de Laurent Gbagbo a toujours été l'Afrique. Parce que l'une des rares fois, l'une des critiques les plus acerbes qu'il adresse à Houphouët-Boigny, c'est pourquoi as-tu fait capoter l'Organisation des États africains en 1963 ? Pourquoi tu as fait capoter la création du Parlement africain depuis 1960 ? Bien avant que l'Union européenne n'imagine même simplement créer l'Union européenne. D'ailleurs, on comprend très bien pourquoi après on va créer l'Union africaine des Simagrées, qui ne signifie pas forcément grand-chose. Mais Laurent Gbagbo, c'est une attitude, c'est un état d'esprit, c'est une vision. Et cette vision est la vision incarnée par toute cette jeunesse panafricaine que vous lisez dans les réseaux sociaux et dans les journaux, et qui commence à se rendre compte que, curieusement, en 2016, la seule personne qui apparaît comme un leader naturel, comme un modèle, comme la référence, la personnalité à laquelle on veut s'identifier, eh bien, c'est Laurent Gbagbo. Regardez toute l'Afrique francophone, vous n'avez aujourd'hui aucune figure contemporaine qui a la stature de Laurent Gbagbo. Citez-moi une seule. Il n'y en a pas. Et ça fait partie de ce que nous appelons, eh bien, la constitution historique des modèles politiques. C'est cela qui fait que, inévitablement, qu'on le veuille ou pas, Laurent Gbagbo est la première pensée de tous les Ivoiriens et la dernière. Parce que quand vous avez un pays dans lequel on vient vous dire qu'on a construit des échangeurs et un pont à 300 milliards et le lendemain matin il est inondé, vous commencez à vous poser des questions. Je ne voudrais pas rentrer dans les développements économiques. Je voudrais simplement dire que la symbolique de Laurent Gbagbo est aujourd'hui en train de réconcilier toute l'Afrique francophone. Et n'oubliez pas qu'il y avait des milliers de Camerounais qui étaient prêts à aller se battre en Côte d'Ivoire. Nous savons aujourd'hui que ces Camerounais-là allaient se battre parce qu'ils savaient, ils anticipaient sur la situation éventuelle de leur propre pays. Et ça commence à montrer à quel point l'Afrique est consciente aujourd'hui de sa place dans le monde. Tout le monde dit que l'Afrique a 1,2 milliard d'habitants, c'est faux. Tout le monde sait que les recensements de tous les pays africains sont erronés. Oui, l'Afrique, c'est nettement au minimum 1,5 milliard et peut-être plus proche de 2 milliards d'habitants. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gens comme Laurent Gbagbo, qui étaient très conscients, très au fait d'un certain nombre de choses, avaient compris la puissance de l'Afrique et que les multinationales également exploitent. C'est pour ça qu'elles viennent nombreuses pour essayer d'exploiter nos richesses et exploiter notre marché. Et ça, Laurent Gbagbo l'avait compris depuis. Mais il est dit clairement que bientôt, la jeunesse africaine qui commence à suivre, les élites africaines qui ont compris, vont reprendre certainement le flambeau de ce combat. Et tous ceux qui oseront se mettre en travers du chemin de l'Afrique, il est fort possible qu'il va y avoir un clash qui sera très violent. Mais aujourd'hui, le temps des concessions pour l'Afrique est terminé. L'Afrique n'a plus de concessions à faire à qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit. Par contre, les autres ont besoin de venir s'asseoir, discuter avec nous et nous verrons quelles concessions éventuelles nous pourrons leur faire. Parce que l'Afrique, c'est chez nous. Et nous, les Bantous, et moi je parle en tant que Bantou là, en Afrique, on n'entre chez quelqu'un que quand il vous a donné la permission d'entrer. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, c'est terminé. Et ceux qui, évidemment, ont compris cela seront les meilleurs amis des Africains et ils gagneront beaucoup. Nous sommes près de 2 milliards. On dit qu'en 2050 seront 2 milliards, c'est faux. Nous serons probablement plus proches de 3 milliards. Nous serons le plus grand marché du monde. Et tous ceux qui sont dans le secteur financier, dans le secteur économique, le savent. Donc, vous qui pensez que vous allez prendre par la force, commencez à vous raviser. D'accord. Je ne sais pas s'il y a meilleure conclusion. J'ai envie de mettre la mienne dans le sac et puis dire bonsoir. Mais puisqu'il a parlé des Bantous, puisque M. Simo également nous a parlé d'une impulsion et il était soutenu par les uns et les autres, la formation d'une élite
qui devra se lever et gagner les mairies et aller ainsi de suite jusqu'à la présidence pour qu'on ait des dirigeants fortement panafricains. Je m'en vais vous laisser avec ce proverbe bantou qui dit que ce n'est pas parce que c'est dur que l'on n'ose pas, mais c'est parce que l'on n'ose pas que c'est dur. C'est parce que vous ne bougez pas que vous trouvez que c'est dur. Quand vous allez décider de bouger, quand vous décidez de joindre justement cette dynamique panafricaniste, vous verrez que beaucoup de choses changeront. Bonsoir à tous.